Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce jeudi, le 1er juin 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Madame Kristalina Georgieva. Au cours de l'appel, Mme Georgieva a affirmé l'intérêt du FMI de continuer à renforcer les cadres de coordination avec l'Égypte afin de mettre en évidence leur partenariat constructif en tenant compte du programme de coopération existant entre les deux parties. Elle a salué les efforts intensifs du gouvernement égyptien à cet égard et ce qui a été réalisé en termes d'objectifs dans le cadre du programme de réforme économique et la capacité de l'économie égyptienne à résister aux répercussions négatives des crises mondiales successives. Pour sa part, le président Sisi a souligné l'intérêt d'une consultation continue avec la directrice du FMI, en particulier à la lumière de l'approche stratégique de l'Égypte pour parvenir à un développement durable dans tous ses axes économiques et sociaux. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a reçu hier une délégation palestinienne de haut niveau en visite de 3 jours en Égypte. Lors d'une conférence de presse à l'issue des entretiens, Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte demeurera un soutien solide et ferme du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Et pour plus de détails sur ces pourparlers, voici un compte-rendu. L'Égypte demeurera un soutien solide et ferme du peuple palestinien et de ses droits légitimes qui sont appuyés par la légitimité internationale et les principes du droit international, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'une conférence de presse à l'issue d'une séance de pourparlers élargie avec son homologue palestinien Mohamed Shtayyeh et la délégation ministérielle de haut niveau l'accompagnant dans sa visite en Égypte. Le Premier ministre s'est dit heureux que les pourparlers tenus avec son homologue palestinien au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative soient les premiers pourparlers officiels de ce genre, organisés dans la nouvelle capitale. Il a souligné que l'histoire allait immortaliser ce moment avec appréciation et fierté. Le chef du gouvernement a ajouté que cette visite intervenait à un moment très important, vu les évolutions successives de la conjoncture régionale et dans les territoires palestiniens occupés, de façon à menacer la stabilité, à alimenter la violence et jetant ses ombres et ses effets négatifs sur les aspirations de nos peuples désireux de consolider la paix et la coexistence. Madbouli a réaffirmé l'engagement complet de l'Égypte à son approche historique, tout en consacrant ses efforts et ses démarches diplomatiques à tous les niveaux pour soutenir avec fermeté le peuple palestinien et rétablir le calme dans les territoires occupés, afin de pouvoir relancer le processus de paix et ainsi répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien d'établir son État indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Moustapha Madbouli a en outre indiqué avoir mis l'accent sur la nécessité d'arrêter les mesures unilatérales qui aggravent la situation et la tension chez le peuple palestinien, afin de créer l'atmosphère appropriée pour la reprise des négociations et de redonner l'espoir de parvenir à un règlement global et une paix basée sur la solution à 2 États, conformément aux décisions de la légitimité internationale. Et parallèlement, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad el-Maliki, en visite au Caire avec la délégation accompagnant le Premier ministre, Mohamed Shtayyeh. Choukri a souligné lors des entretiens que l'Égypte suivait avec une grande préoccupation la situation dans les territoires palestiniens occupés et l'escalade de la violence contre le peuple palestinien parallèlement à la prise d'assaut successive des villes palestiniennes et les mesures unilatérales prises du côté israélien, y compris la reprise des activités de colonisation, violant de la sorte les règles du droit international et les décisions de la légitimité internationale.
Le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts égyptiens pour soutenir la cause palestinienne dans divers cadres, notamment en accueillant la dernière réunion quinquennale de Sharm el-Sheikh et en participant à la réunion ministérielle de la Formule de Munich, et ce dans le but d'instaurer le calme et de créer l'atmosphère nécessaire pour relancer le processus de paix. Et le chef d'état-major, le général de corps d'armée Oussama Askar, a assisté à la phase principale du projet tactique des exercices militaires RAD 33, exécuté par l'une des unités de la zone militaire ouest. Ce projet tactique, qui durera plusieurs jours, s'inscrit dans le cadre du plan d'entraînement au combat des formations et unités des forces armées. Le commandant de la zone militaire ouest a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué le soutien apporté par le commandement général des forces armées pour mener à bien toutes les tâches assignées. Il a souligné le souci et l'intérêt des militaires de cette zone d'atteindre les plus hauts niveaux de compétences et de préparation au combat afin de protéger la dimension stratégique ouest du pays. Et la croissance démographique et la réforme de l'enseignement préuniversitaire ont été les deux sujets de discussion de la troisième semaine du dialogue national. Les débats se poursuivront la semaine prochaine avec des séances de discussion sur la société civile, la loi sur la liberté d'échange de l'information et l'assurance médicale. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. La croissance démographique a été le thème principal de discussion cette semaine au dialogue national. L'explosion démographique est l'un des plus grands défis auxquels l'Égypte est confrontée. L'Égypte compte 104,6 millions d'habitants selon les derniers chiffres publiés par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. La population devrait atteindre 160 millions d'habitants d'ici 2050, selon un rapport du Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres. Des chiffres alarmants, affirme Aboubakr Gendi, ancien chef du CAPMAS, qui regrette que le planning familial fait défaut dans les zones où les taux de natalité sont les plus élevés et que les femmes les plus pauvres sont celles qui ont le plus d'enfants. Les participants au dialogue ont identifié 6 principales causes de la surpopulation en Égypte, dont la mauvaise répartition de la population, les mariages précoces, les coutumes et les traditions, l'analphabétisme et la pauvreté. Pour Talat Abdelawi, membre du conseil d'administration du dialogue, la gravité du problème réside dans le fait qu'il y a un grand écart entre la croissance économique et la croissance démographique, d'où la nécessité de mettre en place une stratégie claire d'autonomisation des femmes et de résoudre les problèmes du travail des enfants et du décrochage scolaire. Il est d'avis qu'il faut promulguer 3 lois sur l'évasion scolaire, ainsi que le mariage des enfants et leur travail. Les participants ont convenu de la nécessité de relever l'âge du mariage de 18 à 21 ans et de fournir les contraceptifs gratuitement. Outre l'explosion démographique, la réforme de l'enseignement préuniversitaire a été l'autre sujet de discussion abordé par le dialogue national, et ce, lors d'une séance du comité de l'éducation. Les participants à la séance ont recommandé la mise en place d'un mécanisme pour évaluer la qualité de l'enseignement en Égypte et la poursuite de la réforme des programmes scolaires pour aller de pair avec les nouvelles technologies en accordant un intérêt à l'apprentissage de la langue arabe pour préserver l'identité nationale, en renforçant les compétences numériques et technologiques et en améliorant le statut salarial des enseignants. Il a été convenu de la nécessité de promulguer une loi unifiée sur l'éducation. L'enseignement technique a occupé une place importante dans les discussions. Le coordinateur général du dialogue national, Ziad Ashwan, a estimé que l'avenir appartenait à l'enseignement technique. Selon lui, le problème est que certaines personnes considèrent toujours l'enseignement technique comme inférieur. Le mieux donc est de changer les noms des écoles secondaires techniques en lycées technologiques, agricoles ou commerciaux, a proposé Ashwan. Il pense nécessaire aussi d'adapter les programmes aux besoins du marché et de chercher des ressources financières supplémentaires pour développer les écoles techniques. Et le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Baretti,
et la délégation de l'Agence française de développement des projets de coopération conjoints dans le secteur de la santé. La réunion a porté sur les projets de coopération mis en œuvre entre le ministère et l'Agence française de développement, le suivi des indicateurs de performance et l'impact du développement sur la société égyptienne et des bénéficiaires des services fournis dans ces projets. Le ministre de la Santé et de la Population a examiné avec la délégation française le projet de soutien au centre de soins primaires et son impact sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services de santé et sur la sensibilisation de la communauté aux problèmes de santé et à leur traitement. Les deux côtés ont évoqué le projet d'échange d'expériences avec des experts français dans le cadre de l'appui du gouvernement à la mise en œuvre du projet de la couverture maladie universelle à travers la formation et l'évaluation des gouvernorats inclus dans le projet. Et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a déclaré que l'Égypte possédait une longue expérience dans le domaine de la coopération internationale et du financement du développement. Elle s'exprimait lors de la séance plénière du Conseil des gouverneurs de la nouvelle Banque du développement dans le cadre des travaux de la 8e session des assemblées annuelles de la Banque qui se tiennent à Shanghai, en Chine. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a déclaré que l'Égypte était l'un des pays qui ont récemment rejoint la nouvelle banque de développement, mais qu'elle possède une longue expérience dans le domaine de la coopération internationale et du financement du développement par le biais des relations avec les partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux qui s'appuient sur l'intégration afin de renforcer les efforts déployés dans les différents secteurs de développement et de financement des projets prioritaires pour l'État. El-Mashat s'est exprimé lors de la séance plénière du Conseil des gouverneurs de la nouvelle banque de développement, et cela dans le cadre des travaux de la 8e session des assemblées annuelles de la banque qui se tiennent à Shanghai en Chine, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Mohaïd, et nombre de chefs des délégations des États et gouverneurs des États membres. Elle a ajouté que l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement, aux côtés des principales économies émergentes, membres du bloc BRICS, renforcerait les efforts de coopération sud-sud et soutiendrait les démarches entreprises par le gouvernement pour transférer les expériences de développement dans le domaine de la coopération internationale aux pays du Sud. La ministre a présenté les efforts déployés par l'État pour encourager la participation du secteur privé au développement par le biais de partenariats internationaux et de financements concessionnels, ce qui est déjà conforme aux objectifs de mise en place de la nouvelle banque de développement, qui place le secteur privé parmi ses axes de travail. Elle a souligné que les mécanismes de financement innovants des partenaires au développement renforçaient la participation du secteur privé au développement et encourageaient sa participation aux projets d'action climatique. Le portefeuille de coopération au développement de l'Égypte avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux comprend plus de 300 projets d'une valeur d'environ 26 milliards de dollars. Et le ministre du Logement, Hassem Ghazar, a affirmé l'importance du projet de développement du site de la Théophanie à Sainte-Catherine. La direction politique suit directement ce projet qui cherche à développer le site sudie étant une place unique au niveau du monde qui jouit d'une stature particulière et étant le seul lieu où Dieu s'est manifesté, a dit le ministre, précisant que l'autorité des nouvelles communautés urbaines assurait son financement. Le ministre du Logement et le gouverneur du Sud-Sinaï, Khaled Fouda, ont effectué une tournée d'inspection dans les diverses sections du projet, y compris la place de la Paix pour les cérémonies qui peut accueillir 5000 personnes. Et nous terminons avec Saqqara. Alors c'est toujours à Saqqara que les trésors ne cessent de faire de surprises au monde entier. En effet, la nécropole de Saqqara livre ses secrets au compte-gouttes.
Après que des scientifiques aient percé les mystères des produits d'embaumement en février 2023, l'Égypte a dévoilé 2 ateliers dédiés à la momification d'humains et d'animaux sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour plus de détails, voici les images. Présentés comme les plus grands et plus complets ateliers d'embaumement découverts à ce jour, ces 2 ateliers se trouvent dans le lieu connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, à 30 km au sud du Caire. Selon le chef du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, ces ateliers dateraient de la 30e dynastie et de la période ptolémaïque. Plus précisément, selon Mostafa Waziri, l'un des ateliers était d'abord réservé aux humains avant d'être par la suite dédié à la momification des animaux, et le second n'a servi qu'aux humains. La pratique de momification des animaux par les Égyptiens est relativement moins connue que celle de préservation momifiée des humains. Néanmoins, des milliers de crânes de béliers momifiés ont été retrouvés dans des tombes et pensés être des offrandes faites aux illustres décédés. Une annonce de la découverte de momies de brebis, de chiens, de chèvres et de vaches avait par ailleurs retenu l'attention en mars 2023 à la suite de leur découverte par une équipe d'archéologues américains dans le temple de Ramsès II dans le sud de l'Égypte. Celui dédié à la momification humaine est divisé en plusieurs pièces équipées de couches de pierre recouvertes de plâtre, avec des gouttières à leur extrémité de 2 mètres sur 50 cm, sur lesquelles étaient posés les corps, explique Waziri. À l'intérieur, on y trouve des instruments de momification, des objets servant aux rites et rituels, des récipients en terre. Les mêmes instruments ont par ailleurs été retrouvés dans l'atelier dédié aux animaux, indiquant vraisemblablement une pratique mobilisant des codes similaires ou identiques dans le traitement des 2 sujets. Nous y avons trouvé des lits, des outils de momification et des matériaux, dit-il. Ces 2 ateliers ne sont toutefois pas les seules trouvailles dévoilées par les autorités égyptiennes. 2 tombes ont également été révélées. Ces 2 tombes, l'une appartenant au chef des scribes de la 5e dynastie, il y a 4400 ans, et l'autre un prêtre de la 18e dynastie qui régna sur l'Égypte il y a 3400 ans, ont été mises au jour. La dernière demeure de Nehesut Ba, qui a servi la 5e dynastie de l'ancien royaume il y a 4500 ans, viendra ajouter aux informations dont nous disposons sur la capitale de l'ancien empire des pharaons. Les scènes de la vie quotidienne et des inscriptions en hiéroglyphes présentes dans les 2 tombes y contribueront très certainement. Et c'est ainsi que prend fin cette édition, chers téléspectateurs de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.